En ce qui me concerne, disons que je vais surtout donc parler de l'homme des fluides profonds, et en particulier sur la période nancéenne où il a débuté sa carrière entre 1955 et 1972. Et la photo qui est en arrière-plan, ça représente des inclusions fluides carboniques typiques dans des granulites, hein, dont on va parler par la suite. En ce qui concerne ma présentation, je parlerai, disons, de son épopée, disons, depuis l'entrée à l'école de géologie en 1955 jusqu'à son départ pour Amsterdam, où là, je dirais pas grand-chose. Voilà. Donc, en 1955, c'est l'entrée à l'école de géologie, disons, l'examen à la suite des classes préparatoires. Et au moment de l'examen oral, Marcel Roubaud, qui était le directeur de l'école de géologie à l'époque, avait un sens aigu de la communication et il est venu en personne à cet examen oral. Alors, avec sa verve, il a décrit la vie aventureuse du géologue d'exploration à une époque où la France était à la recherche des richesses de son empire colonial. Et il a été tellement convaincant que Jacques en a oublié l'agronomie qui était son choix initial. Et il a donc, suite à cet entretien, disons, choisi la géologie. Alors là, pendant les 3 années de l'école de géologie, il a eu les cours de base en minéralogie, pétrologie, stratigraphie, paléontologie pour la première fois. Disons, avant, il n'avait pas eu de formation spéciale en géologie. Et ce qui était spécifique à l'école à l'époque, c'était d'avoir des cours de géologie appliquée sur les mines, la métallogénie et le génie civil, et ce qui existait pratiquement qu'à Nancy. De plus, Marcel Roubaud, qui avait fait de nombreuses expéditions en Afrique au début de sa carrière, avait même inclus des techniques de survie et de mécanique automobile. Donc, de 55 à 58, Jacques Touré a commencé ses études. Et cette école, donc, ça s'appelait à l'époque l'École nationale supérieure de géologie appliquée et de prospection minière. C'est la promotion de 1958. Il a obtenu donc son diplôme en juin 58 et à la fois le diplôme d'ingénieur géologue ainsi que l'équivalent d'une licence et sciences et du DEA à l'époque de l'Université de Nancy. C'était donné suite à cette formation de 3 années. Pendant ses études, en 1957, disons, il avait l'obligation de faire un stage lors des études, c'était une partie importante. Et il a fait ce stage pendant plusieurs mois à l'étude à la mine de fer de Sydvaranger. C'est dans le nord de la Norvège. Et au cours de ce stage, il a pu voyager en bateau le long de la côte norvégienne et il a observé des affleurements magnifiques, hein, nettement meilleurs que ce qu'on peut avoir dans beaucoup d'endroits en France, et qui a stimulé son désir de faire des recherches en pétrologie en Norvège. Ça a été un peu le déclic pour les études, pour les recherches qu'il va faire ensuite. Là, on le voit en bateau avec des collègues norvégiens là, qui l'ont guidé sur le terrain au départ. Alors, il y a eu un choix de carrière parce que la plupart des ingénieurs partaient dans le privé parce que à l'époque, pour travailler dans une compagnie pétrolière, le premier salaire dépassait d'un facteur 3 de celui qu'il recevra en tant qu'assistant universitaire, la filière qu'il a choisie. Donc il fallait vraiment être un peu dévoué, disons, avoir une certaine enthousiasme pour ce genre de carrière qui n'était pas forcément très rémunérateur par rapport à ce que ses camarades pouvaient avoir. Mais il voulait avant tout faire de la recherche en pétrologie. Alors cet intérêt, il l'avait développé non pas au cours des rares cours dispensés par Marcel Roubaud, parce que bon, c'était un grand bâtisseur, mais et de ce fait, il était souvent en voyage à Paris, dans les ministères, et il trouvait toujours des bonnes raisons d'annuler son enseignement.
mais il a pu profiter des cours de certains, un certain nombre de professeurs, tels que Joseph Bolfa en minéralogie, Raymond Kern en cristallographie et croissance cristalline, qui a créé un centre de croissance cristalline ensuite dans le sud de la France, et André Bernard en métallogénie. Donc vous voyez sur la gauche là, des photos de Raymond Kern et de André Bernard. Je n'en ai pas trouvé de Joseph Bolfa, mais je l'ai eu aussi comme professeur de minéralogie. Alors, à partir de 1959, il est nommé maître de conférence à l'UNSG et il débute son doctorat en géologie, pétrologie et géochimie du Bamble, hein, une province qui est au sud de la Norvège. Et c'était une époque où il y avait une controverse sur l'origine des granites, hein, en particulier Marcel Roubaud, avec Perrin, défendait une origine métasomatique des granites. Tandis que bon, l'autre hypothèse, c'était bien sûr l'hypothèse magmatiste qui prendra ensuite toute sa grandeur et qui est encore d'actualité. Mais à l'époque, c'était un peu le dilemme. D'ailleurs, je l'ai vécu un petit peu aussi au tout début de ma carrière. Et donc, sa thèse a été faite sous la direction de Marcel Roubaud, qui était à l'époque donc le directeur de cette école de géologie et du professeur Barth du musée minéralogique et géologique d'Oslo, hein, qui était aussi, qui connaissait très bien cette géologie du sud de la Norvège. Donc, ses premiers contacts de terrain en Norvège furent pendant l'été 1959. Alors, les travaux de thèse ont duré 10 ans, hein, c'était la thèse d'État à l'époque, et c'était une durée tout à fait générale à cette époque-là. On n'avait pas encore la thèse actuelle, équivalent du PhD américain. Et son programme habituel, c'était de passer 1 à 2 mois de terrain dans le sud de la Norvège. Il passait ensuite 2 semaines avec un de ses directeurs au Geological Museum, le professeur Barth. Et le reste du temps, donc, il était à Nancy pour enseigner la pétrologie et la géologie structurale et puis d'autres activités comme vous le verrez. Et au cours d'une excursion organisée par le professeur Barth sur son terrain, il a pu présenter ses premiers résultats devant des scientifiques très renommés à l'époque, tels que Meinert et Winkler. Et les contacts en particulier avec Winkler de l'université de Göttingen a été particulièrement positif. Alors, suite à ces observations de terrain, hein, c'est ce que j'appelle le temps des spéculations, elles lui conduisent à penser que la transition du faciès amphibolite, alors pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de métamorphisme, pétrologie, le faciès amphibolite, c'est un faciès de métamorphisme des roches qui se situe entre 500 degrés et 650 degrés à peu près. Et transition du faciès au faciès granulite. Alors, le faciès granulite, c'était théoriquement un faciès de plus haute température, entre 650, et on a eu des données récentes qui peuvent le monter jusqu'à 1000 degrés. Et d'après ces observations, il pensait que c'était plutôt que dû à une augmentation de température, comme c'était habituellement interprété, il commençait à penser que c'était davantage dû à une baisse de la pression partielle de vapeur d'eau par introduction d'un autre fluide. C'est-à-dire qu'on aurait des roches pauvres en eau, mais pas sèches, hein, avec la présence d'un autre fluide. Et d'ailleurs, cette absence d'eau empêchant la fusion de ces roches. Et à cette époque, Bernard Potty, dont on parlera par la suite, donc il travaillait au CRPG, montra à Jacques Touré de superbes inclusions carboniques dans des cristaux d'orthose gemme d'Itronguet qui provenaient de Madagascar. Et ces orthogèmes provenaient d'une région connue pour la présence de granulites, de roches granulitiques, semblables à celles qu'il avait observées dans le Bamble, dans le sud de la Norvège. Par ailleurs, le fameux Edwin Rudder, hein, on l'appelle le pape des inclusions fluides, en 1965 avait décrit des inclusions carboniques dans des xénolithes du manteau. Alors, toutes ces observations personnelles et
documents extérieurs l'ont conduit à penser que les fluides carboniques percolant dans la croûte inférieure pouvaient être responsables du développement du métamorphisme granulitique, modèle qu'il a proposé dans sa thèse défendue en janvier 1969. C'est ce que j'appelle le temps des spéculations. Et ensuite, on est passé de la spéculation à la démonstration. Suite aux expériences de Winkler, dont on voit la photo à gauche, qu'il a visité à plusieurs reprises à Göttingen, Jacques a donc proposé que la formation des granulites du sud de la Norvège était liée à l'afflux de fluides riches en CO2. Et en parallèle à cela, donc la mise au point par Bernard Potty, qu'on voit sur la gauche sur l'image, mise au point d'une platine de microthermométrie, a permis à Jacques de découvrir les ions fluides à CO2 dans les granulites. Et ce qui a donc validé son hypothèse en 1971, et ces résultats ont été publiés dans l'ITOS pour la première fois. Alors, pour revenir sur l'équipe des fluides, le trio de l'équipe des fluides, dans laquelle Jacques était partie prenante, trois des meilleurs étudiants de l'école de géologie prirent la même décision lors de 3 années successives à la fin de leurs études. Bernard Potty en 1957, Jacques Touré qui suivit en 58, puis Alain Weisbrod en 59, devinrent tous assistants à l'école de géologie, ou pour Bernard Potty, stagiaire de recherche au CNRS. Et donc en 1968, ils fondèrent ce qui est appelé l'équipe des fluides au Centre de recherche pétrographique et géochimique, le CRPG, dont on voit une image à gauche, et qui est toujours, disons, en plein développement. Cette équipe, d'ailleurs, je l'ai intégrée lors d'un stage d'été en 1970, puis pour ma thèse en 1972. Alors, l'équipe des fluides, dirigée par ce trio, ce trio était souvent surnommé les Trois Mousquetaires par certains de leurs collègues, parce qu'ils étaient très, très dynamiques, et ils développèrent des recherches complémentaires. Alors, Bernard Potty, c'était le technicien, il a développé tout un tas de techniques et de méthodologies, pas seulement la partie de la microthermométrie, mais ensuite le Raman, la chromatographie, etc. Et s'est lancé dans des applications à la métallogénèse, en particulier de l'uranium, du cuivre, l'étain tungstène, et fonda ensuite avec succès le CREGU, un centre de recherche sur la de l'uranium, qui est devenu maintenant Géoressources à l'Université de Lorraine. Alain Weisbrod, quant à lui, s'est spécialisé dans l'expérimentation, la thermodynamique, la modélisation, donc un aspect beaucoup plus théorique. Et puis Jacques, lui, a continué à développer ses travaux sur les fluides profonds. Et je pense qu'il a été un des meilleurs VRP de l'équipe à travers le monde. Donc, ils étaient extrêmement complémentaires. Et je me rappelle à l'époque, l'équipe des fluides que j'avais intégrée était également nommée la NASA du fait de l'agitation permanente au troisième étage créée par l'activité des très nombreux jeunes chercheurs qui étaient présents, des visiteurs étrangers qui étaient venus pour s'initier aux techniques d'exclusion fluide. Donc, cette découverte des fluides carboniques, ça s'est pas fait tout seul non plus. Il a fallu plusieurs semaines à Jacques pour découvrir la première inclusion carbonique de haute densité dans les granules du Bumble. Et ça, grâce à la patine développée par Bernard Potty. Et il a pu faire des centaines de mesures pendant tout l'été 69. Ces premières données ont été présentées lors d'une réunion organisée à Bâle par Stalder, un géologue suisse, en septembre 69. Et cette réunion a été la première d'une longue série ensuite qui ont été appelées les réunions ECROFI, qui existent encore actuellement, sur les inclusions fluides qui se tient tous les ans ou peut-être tous les 2 ans maintenant. Euh, Quant à la platine, elle a été commercialisée par un fabricant d'instruments anciens qui s'appelait Chex Meka, qui était le premier instrument d'une série. Ensuite, les Américains ont développé la leur, l'INCAM développé par les Anglais. Et ces platines ont rendu possible la recherche systématique sur les ions fluides en pétrologie. Ce trio a également fait des séjours américains qui ont été très profitables. Bernard Potty a été le premier qui est parti à Princeton en 70 chez le professeur Dick Holland. Jacques et Alain Weisbrod sont allés lui rendre visite au cours de l'été 70.
ce qui leur a permis des formidables rencontres. Je dirais en premier lieu celle avec ce qu'on appelle le pape des inclus en fluide, Edwin Rudder. Jacques, lui, est parti quelques années plus tard pour un séjour de plusieurs mois à Yale avec Phil Orville. Les contacts établis se poursuivirent notamment à travers des conférences, hein. C'était des énormes conférences, hein, qu'on appelait les conférences Gordon. Et la première d'entre elles fut sur les volatiles et le métamorphisme, donc qui convenait parfaitement aux travaux de recherche de Jacques. Elle a eu lieu en 74. Elle a commencé à Nancy, par des conférences à Nancy, avec tout un périple en Italie et dans les Alpes occidentales, pour se terminer en Suisse à Zurich. Tout ceci avec des travaux de terrain, des examens d'affleurement de terrain dans les Alpes occidentales. Alors, je pense qu'il faut mentionner, c'est que pendant sa thèse, justement, en 63, Jacques a participé à la rédaction du fameux Petit Roubaud, hein, détermination des minéraux des roches au microscope polarisant, avec Jacques Fabriès et Alain Weisbrod. Cet ouvrage est utilisé dans tous les laboratoires par les pétrographes et il a fait l'objet de 3 éditions. Dans la dernière édition de 1982, Jacques a ajouté un chapitre de 20 pages sur l'utilisation du simple microscope polarisant pour l'étude des inclusions fluides. Rien que par l'observation microscopique, on peut obtenir des renseignements très utiles et parfois déterminants sur l'histoire des minéraux des roches. On peut repérer des inclusions carboniques, des inclusions aqueuses, des inclusions riches en sel, simplement par la pétrographie, comme on identifie des minéraux par ailleurs. Donc en 69, Jacques a 33 ans. Il est nommé professeur associé en géologie structurale à la toute fraîchement construite Université Henri Poincaré Nancy 1, qui appartient maintenant à l'Université de Lorraine. Donc vous avez ici une vue de cette université Henri Poincaré. Alors, Jacques a eu une influence importante sur ma carrière, comme vous allez le voir. En 1970, il m'a proposé un stage au CRPG alors que j'étais en licence à l'Université de Nancy. Et le sujet de ce stage s'est découlé d'une discussion que Jacques Tourret avait eue avec le professeur Winkler à Göttingen, qui lui a dit, mais si la granulisation est due à l'infiltration de fluide carbonique comme tu le prétends, parce il avait des doutes pour eux, lui, c'était plus un métamorphisme anhydre, tu devrais trouver dans mes granulites, tu devras en trouver dans mes granulites de Namibie. Donc il lui a donné des échantillons de ces granulites de Namibie. Et donc j'ai été chargé d'examiner ces échantillons. Donc j'ai passé l'été 70 à faire des mesures de microthermométrie sur les échantillons de Winkler au laboratoire des fluides au CRPG. Et effectivement, j'ai trouvé ces fameuses inclusions carboniques très denses qui ont permis une nouvelle fois de confirmer les hypothèses de Jacques sur l'importance des fluides carboniques dans la genèse des granulites. Ensuite, suite à mon stage au CRPG, Jacques m'a fortement encouragé pour partir une année en Allemagne dans un laboratoire qu'il connaissait bien parce qu'il avait des très bonnes relations avec les professeurs Winkler en pétrologie métamorphique et V. de Paul, un célèbre géochimiste à l'université de Göttingen. Bien que j'ai abandonné l'enseignement de l'allemand en seconde, ça ne me plaisait pas du tout l'allemand, je me suis replongé dans cette langue avec des cours intensifs et j'ai fini par obtenir une bourse du DAAD d'un an, Deutscher Akademischer Astronomiedienst. Vous avez une photo de cet institut de minéralogie, hein. Ce séjour a été extrêmement enrichissant avec les travaux de pétrologie expérimentale avec Winkler, les travaux de géochimie avec V. de Paul. Et d'ailleurs, j'ai rencontré mon épouse lors de ce séjour. Donc, quand ma femme est fâchée, parfois je lui dis, bah, c'est de la faute à Jacques, hein. À la fin de mon séjour en Allemagne, sur les conseils de Jacques, Bernard Potty m'a proposé un sujet de thèse sur le gisement d'uranium des Bois Noirs. Donc, vous voyez que mon démarrage a vraiment été extrêmement conditionné par Jacques, d'une part par ses enseignements d'excellente qualité, et
cette façon de guider les étudiants vers leur futur. Et ce qu'il a fait avec moi, il l'a fait avec de nombreux autres étudiants qui ont pu être en contact avec lui. Ça, c'est une image que j'ai trouvée lors d'une la thèse de Patrick Lefort, hein, qui est un spécialiste de géologie himalayenne en 71, où on le voit participant au jury. Et à sa droite, c'est Hubert Delaroche, le directeur du CRPG. Et le deuxième personnage à droite, c'est Marcel Robot, qui était le président du jury. Ensuite, Jacques a quitté la Lorraine en 74 pour rejoindre le musée d'histoire naturelle de Paris, où il a passé hein, quelques années. Donc, j'ai collaboré directement avec Jacques sur deux articles, hein. Un premier article sur l'analyse des gaz des inclusions fluides par chromatographie en phase gazeuse. Qui est paru dans le Bulletin de minéralogie. On avait mis au point un appareil que vous voyez à droite, qui était un tube en acier inox avec un raccord verre-métal qui permettait donc de faire le vide dans ce tube. Bon, il y avait un robinet en verre qui fermait le procédé. On pouvait faire le vide dans le tube. On mettait les échantillons dans le tube acier en inox et on écrasait ce tube pour libérer les ingrédients fluides à froid, sans chauffer, sans décrépiter, parce que il y avait une autre méthode qui était de chauffer les inclusions fluides et décrépiter, mais là, on pouvait changer la composition des inclusions fluides par le chauffage des inclusions. Tandis que là, c'était par simple écrasement. On pouvait avoir une libération directe des gaz contenus dans les inclusions fluides. Et ensuite, ce tube était raccordé à une ligne chromatographique. Plus récemment, disons, c'est pareil, c'est un des derniers articles de Jacques en 2019. J'ai eu le privilège de participer avec lui sur ce papier où Jacques avait besoin, disons, d'analyse en particulier au microscope électronique à balayage, à la microsonde, pour confirmer ses observations. Et donc, j'ai cet honneur de partager cet article avec Robert Newton et Jacques Touré, qui est publié dans Géosciences Frontières. Alors, par ailleurs, j'ai travaillé aussi sur les granulites en Laponie, à Madagascar, au Gard, et je pense qu'il y avait eu une influence de Jacques dans ce sens-là. Et en 2014, il y a eu un volume spécial qui a été édité en l'honneur de Jacques Touré dans Géosciences Frontières. Et donc, j'ai publié avec Pierre Barbet, un de mes collègues nancéens, un article sur l'importance du faciès granulite pour la genèse de certains gisements métalliques comme l'uranium et les métaux rares. Et puis, donc, également avec Pierre Barbet, vous voyez, on a fait de la géochimie sur les granulites de Finlande, en Laponie. Ensuite, il y a eu une série de travaux sur Madagascar, en particulier avec Bernard Moine et des chercheurs malgaches, sur les granulites du sud de Madagascar, dans lesquels il y avait des minéralisations à uranium-thorium dans des skarns de très haute température. Et puis un article sur les granulites du Hogar dans le faciès sinusal. Donc ensuite, Jacques est parti à l'Université libre d'Amsterdam, mais là, je pense que vous avez eu tout loisir, disons, d'avoir des informations par le précédent speaker. Et donc, je voudrais vous remercier pour m'avoir écouté. Et là, j'ai juste ajouté quelques références majeures, hein. Le premier article qui décrit les ingrédients fluides en 71. Et puis, sa rétrospective personnelle en 2014. Et puis, l'article que j'ai commis avec lui donc, sur les charanocoïtes commençantes dans le sud de l'Inde en 2019. Et puis, son dernier article hein, avec Santosh et Huizinga sur la composition et l'évolution de la côte continentale, un article de synthèse majeur. Et puis un autre article de Maria Louise Prezzotti qui a travaillé avec Jacques et qui a écrit cet article en hommage à Jacques.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions.